Alors, le numérique est un perturbateur endocrinien. Alors, j'ai cherché une métaphore, et en fait, souvent on parle des virus, hein, et en fait, je suis tombé, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment à cause de l'ibuprofène et d'autres choses comme ça, je suis tombé sur l'idée de dire, finalement, est-ce que le numérique n'agit pas sur le monde scolaire comme un perturbateur endocrinien? C'est-à-dire qu'il modifie des paramètres internes du fonctionnement de l'humain, perception, traitement, stockage, activité, et on l'a vu à travers les exemples que vous avez donnés, hein, qui en retour transforme son agir au monde. C'est-à-dire que comme j'ai ces instruments-là, je n'agis plus de la même façon. Je ne suis plus dans ma relation au monde de la même façon. Et malheureusement, les hésitations du monde scolaire et éducatif sont révélatrices de ce mécanisme, c'est-à-dire que justement, on n'est pas vraiment sûr, donc on reste sur les postures anciennes, puis on n'a pas encore bien perçu les effets qu'avait ce fameux perturbateur endocrinien. Donc je vous invite à réfléchir à cette comparaison, ou plutôt à cette métaphore qui pourrait être assez riche d'usage après. Un autre point que je voudrais évoquer, c'est les risques, le danger et la chance. Vous l'avez évoqué un petit peu, madame, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la diabolisation, hein, tout numérique, rien de numérique. Alors, pour moi, ce qui est interrogé, hein, c'est d'abord la capacité de l'humain à construire. Dans ma chronique hebdomadaire, celle de demain en particulier, je vais parler de la fameuse histoire de l'intention et de l'engagement. Je veux dire quoi? Ce que je veux expliquer, c'est que les jeunes, comme les adultes, sont aujourd'hui soumis, je dis bien soumis, à l'intention d'un certain nombre de concepteurs-vendeurs, ce que j'appelle les concepteurs-vendeurs, qui vont nous amener des produits. Je pense à tous les produits, par exemple, qui permettent de tout ce que vous avez évoqué sur les bracelets connectés et autres. Et cette intention, elle n'est pas forcément aussi claire que celle que nous aimerions nous développer. Et justement, la grande difficulté, c'est que on peut faire croire à un certain nombre de gens un certain nombre de choses par des argumentaires. Et nous, notre rôle en tant qu'éducateurs, c'est d'arriver à les en faire sortir. Et donc, à faire en sorte que les jeunes soient autonomes face à ces intentions. Par exemple, si vous utilisez des cardiofréquencemètres ou des choses comme cela, il est nécessaire de poser la question, ne serait-ce que de la qualité des enregistrements faits, de la possibilité d'analyser, et surtout la dérive qu'il y a. Il y a deux dérives possibles. La première, c'est, vous avez évoqué les algorithmes, on peut tout à fait à partir de là développer des algorithmes prédictifs qui pourraient permettre de vous faire des diagnostics et vous déclarer, c'est une chose. Et puis il y a une deuxième dérive, hein, qui est la dérive qui consiste à enregistrer des données à votre insu. Vous savez que le RGPD, la fameuse réglementation européenne sur les données est disponible, va être mis en œuvre le 16 mai prochain, et qu'il faut que nous nous mettions en ordre de bataille pour ça le 16 mai prochain. C'est-à-dire que quand on capture des données qui sont recueillies auprès d'élèves, où est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'elles sont nominatives? Est-ce qu'on a le droit de les conserver? Combien de temps on les conserve? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et si on les inscrivait sur la carte vitale directement, hein, si ce que vous faisiez en classe, on mettait la carte vitale, et que la carte vitale soit reliée au compte en banque et qu'elle soit reliée à l'assurance, surtout à l'assurance, qui pourrait dire non, vous n'aurez pas votre assurance et votre prêt avec la banque parce que vous êtes comme ça. Donc le numérique, il y a ça. Et donc la question n'est pas de savoir aujourd'hui si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est d'abord d'identifier derrière toutes les propositions qui sont faites, quelles sont, parce que on est devant un fait, si vous voulez, on n'a pas le droit de discuter, c'est un fait, puis vous avez beau dire « ah c'est pas bien, moi j'en veux pas », très bien, tu as le droit de pas en vouloir. Oui, mais tous les gens autour de toi le font, donc on fait quoi avec? Donc nous, on éduque. Éduquer, c'est permettre aux gens de percevoir ces questions-là. Et ça, c'est notre rôle d'éducateur. À travers les activités que vous mettez en place, il y a tout ce temps de débriefing, de compréhension, pour arriver justement à détromper les intentions cachées qu'ont un certain nombre de concepteurs-vendeurs qui n'ont d'autre intention la plupart du temps que de développer des activités entre guillemets rentables. Quelle qu'en soit d'ailleurs la pertinence. Hein, quelle qu'en soit la pertinence, qui pose problème d'ailleurs pour un certain nombre d'activités. Moi, je considère qu'il faut renouveler aujourd'hui l'éducation. Hein. C'est la question globalement du développement cognitif. Comment éduquer en articulant les différents environnements désormais accessibles? C'est-à-dire que
c'est moins vrai pour votre discipline que pour beaucoup d'autres. C'est-à-dire que le lien entre ce que j'appelle la vraie vie et le monde scolaire est beaucoup plus fort dans vos disciplines qu'il ne l'est dans plein de disciplines scolaires. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que dans ces disciplines qui sont très clivées par rapport à la vraie vie, entre guillemets, est arrivé un nouvel opérateur qui se fait au travers de ces machines-là. C'est qu'il arrive au travers de ces machines-là. C'est donc tous les sites, toutes les applications qui vont essayer d'amener les gens à avoir des attitudes différentes, des comportements différents, des rapports au savoir différents et qui vont évidemment transformer, qui transforment notre environnement. Et donc le fait que ce soit accessible interroge inévitablement l'école. C'est l'effet perturbateur endocrinien de tout à l'heure. Comment permettre à chacun de maîtriser son environnement personnel techno-cognitif? Ça, c'est mon truc à moi. Alors, vous savez peut-être que dans la littérature scientifique, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'environnement personnel d'apprentissage, qui est en fait, au début, c'était la liste des logiciels que j'utilisais. Moi, je parle d'environnement personnel techno-cognitif, c'est-à-dire que chacun de nous, avant le numérique, mais avec le numérique, se fabrique dans sa tête un certain nombre de modalités de travail qui sont liées à l'environnement dans lequel il est et aux instruments auxquels qu'il peut utiliser. Le problème, c'est que cet environnement instrumental a changé, puisqu'il est maintenant de plus en plus numérique, et que donc, inévitablement, ça change forcément les mécanismes techno-cognitifs que nous avons dans notre tête. Nous ne raisonnons pas de la même façon, parce que nous avons peut-être accès plus facilement à une ressource, ou parce que marmiton.com m'a dit comment il fallait faire le baba au rhum ou autre. D'accord? Mais parce que ça me simplifie la vie. On fait une recette, ben, viens, va voir sur Marmiton. Bon, d'accord? Mais c'est ça, cet environnement personnel techno-cognitif, qui va très très loin. Je n'ai pas parlé des problèmes relationnels, de la communication interpersonnelle, mais c'est encore plus important dans ce domaine-là. Hein, plus important, vous avez évoqué le temps d'usage des smartphones et en particulier des smartphones par les jeunes. La question, c'est qu'est-ce qu'ils en font? Pas le temps, c'est ils en font quoi? Et ils en font quoi? Et aller dans un espace public et regarder, moi je prends très souvent les transports en commun, et quand je regarde dans les transports en commun ce que font la plupart des gens, et pas seulement les jeunes, c'est beaucoup de conversationnel. Hein, beaucoup de conversationnel. Comment faire en sorte que nous permettions aux jeunes de continuer aussi à faire société? Ça, c'est un autre de mes leitmotivs. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut développer le vivre ensemble, vous savez, à l'école, avec le numérique. Non, la question, c'est que maintenant, il faut reconstruire la société. Il faut reconstruire une forme de société. Les frontières s'effondrent, les frontières physiques, les frontières intellectuelles s'effondrent. On peut passer d'un pays à l'autre, on peut passer d'une culture à l'autre, beaucoup plus facilement qu'on ne pouvait le faire auparavant. Donc aujourd'hui, c'est quoi faire société? Je fais allusion très rapidement au livre de Bruno Latour qui vient de sortir, qui s'appelle « Où atterrir », qui est un bouquin assez difficile, mais en même temps très intéressant, justement parce qu'il montre que nous ne savons plus faire société aujourd'hui. Alors lui, il ne l'appuie pas sur le numérique uniquement, il l'appuie globalement sur la... je vais le dire très tranquillement comme ça, pour lui, c'est la revanche de la Terre. On a tellement épuisé sur la Terre qu'à un moment, elle finit par se fâcher. Et elle est en train de se fâcher, et la thèse de Bruno Latour, c'est « et on fait quoi maintenant ?» Donc, renouveler l'éducation, c'est pas seulement s'intéresser au numérique, c'est aussi s'intéresser à la condition terrestre dans laquelle nous sommes. C'est l'évocation donc de ce que propose Bruno Latour. Je vous invite, il y a eu un article assez intéressant, mais un peu rapide, dans Télérama il y a 2 semaines, ou non, au 8 décembre, je crois, quelque chose comme ça, ou 10 décembre. Mais l'article est un petit peu, à mon avis, trop léger. Je me suis empressé d'acheter le bouquin et de le lire parce que je trouvais que c'était une thèse. Puis il se trouve que je connais un peu les travaux de Bruno Latour qui nous ont beaucoup servi, qui nous servent beaucoup en sociologie de l'innovation et du changement, et qui, quand on veut conduire des transformations dans un établissement, par exemple, nous servent beaucoup encore. On va terminer par, on agit quoi? On fait quoi? Alors moi j'ai 2 thèses, alors j'en ai une au départ, quand j'ai quitté l'enseignement en tant qu'enseignant, mais pas en tant que formateur et pas en tant que chercheur, j'ai dit, moi l'école est morte. J'enseignais en lycée professionnel, j'avais fait après ça du travail sur des jeunes sortis du système scolaire sans qualification, j'avais travaillé sur ces situations-là, et je me dis, mais c'est pas possible qu'on continue avec cette forme scolaire. Donc je me dis, il faut agir dehors. Il faudrait créer des établissements expérimentaux, etc. Reprenant le film qui sort aujourd'hui en ce moment avec Edgar Morin, ou un certain nombre d'autres thèses comme celle-là. Et puis, je me suis dit en même temps, et l'autre jour quelqu'un m'a fait la réflexion, c'est bien beau d'agir dehors, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc il faut agir dedans. Donc maintenant, la question c'est, on est obligé d'agir à l'intérieur
dans ce contexte numérique qui nous secoue tous et qui secoue nos élèves, et donc de faire en sorte que, au-delà de la technicisation de nos propres enseignements, nous permettons aux élèves aussi de comprendre les intentions sous-jacentes. On peut, si on rêve bien, aller vers la construction de nouvelles formes d'accès au savoir qui ne se résument pas à l'école. Moi, je rêve quand même de lieux alternatifs. J'ai commencé très très tôt à réfléchir à cette question-là autour d'une utopie qui date du début des années 60, qui est l'utopie d'Auroville, pour ceux qui connaissent, de Sri Aurobindo, qui avait fondé une ville, ça s'appelle une cité du savoir, qui existe toujours d'ailleurs, qui existe à côté de Bombay, mais qui était une utopie, bien évidemment, elle se délite actuellement. Mais l'idée, c'était on peut construire d'autres lieux de savoir, d'autres lieux d'apprendre, dans lesquels ces technologies sont là, mais elles ne sont pas premières, mais elles ne sont pas non plus un enjeu de rivalité avec une institution qui, elle, s'est figée. Et je terminerai en disant, malheureusement, et ça vous concerne, je dirais, sur le plan professionnel moins qu'un certain nombre de disciplines, l'école s'est figée sur le modèle du livre et sur la façon dont il fallait gérer le livre et l'écrit papier. Alors, je vous en prie, 1, ne tombez pas dans le travers de l'école papier et l'école livre. 2, ne tombez pas non plus dans le travers de la scolarisation du numérique. 3, essayez de faire en sorte, et je crois que c'est déjà ce qui est induit dans votre discipline, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent devenir, je dirais, suffisamment auteurs de leur trajectoire. J'ai bien aimé tout à l'heure la notion de trajectoire par rapport à chemin, qui soient auteurs de leur trajectoire et qui puissent peut-être, un jour ou l'autre, nous faire une société un petit peu meilleure que celle dans laquelle nous allons si nous laissons le numérique avancer comme il continue d'avancer. Je vous remercie.